Aujourd'hui, c'est un événement pour nous. Je tenais encore à remercier les acteurs Renaud Muselier et François de Canson de leur confiance de pouvoir partager le salon de l'Euro-Maritime, leur stand au salon de l'Euro-Maritime. Donc c'est un soutien depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et une confiance plus que confirmée sur des problématiques qu'on a pu résoudre, certaines, et d'autres en cours. Donc aujourd'hui, on va parler d'attractivité de notre territoire sur la question du grand yachting, en particulier la région sud. Pourquoi ? Parce que c'est la région qui nous intéresse et c'est la région où le business de toutes les activités du grand yachting se déroule. À ce titre-là, je tenais à remercier l'ensemble des acteurs du Riviera Yachting Network. Une parenthèse, c'est plus de 120 membres aujourd'hui. C'est l'ensemble des chantiers de réparation-maintenance, les majors. C'est plus de 700 yachts réparés chaque année, avec des prévisions en moins de 10 ans de 1500. Donc à nous de faire le job sur le travail de l'accueil, sur la valorisation des plateformes techniques, sur la problématique de l'emploi, formation. Voilà, pour qu'on puisse encore retenir à nouveau l'ensemble de ce business. J'avais pour l'anecdote, il y a un capitaine de yacht que vous connaissez peut-être, Andrew Schofield, qui est un ex-président du PYA, l'association anglo-saxonne des capitaines de yacht, qui me dit: Laurent, tu sais, la chance que vous avez en région sud, c'est que vous avez tout. Et en particulier, l'effet attractif, c'est que vous avez des plateformes techniques avec de la compétence, qui peuvent traiter des bateaux de plus de 24 mètres jusqu'à des bateaux de plus de 100 mètres. Et ça, c'est réservé dans le monde à quelques territoires, si ce n'est la région sud. Donc à partir de cette base-là, avec une force politique prononcée, on ne peut que y arriver. Donc là, cette attractivité du territoire, au travers, je dirais, des chantiers, au travers des compétences que nous représentons, doit être associée avec les structures existantes, en partenariat avec les événements qui se déroulent, les événements mondiaux qui se déroulent sur notre territoire, pour que, avec les salons professionnels, pour qu'on puisse élever encore de plus haut, je dirais, l'image de ce que l'on représente. C'est important, c'est un ensemble de choses pour qu'on y arrive. On laissera tout à l'heure la parole au directeur du CRT. Notre plus-value de notre côté, c'est l'aspect technique, mais cet aspect technique associé à tout ce qui se fait dans cette région sud, ça peut être que du plus. Donc, si ce n'est que quand je vous déroule cette présentation, vous allez me dire tout va bien, le yachting ça se passe bien, si c'était vrai. Mais je dis toujours, et Fabien est là pour me confirmer, le yachting c'est l'arbre qui cache la forêt. Depuis toujours on se bat. On se bat sur des problématiques, mais ça c'est normal, c'est la vie de l'entreprise. On a toujours des combats qu'on arrive à gagner, en grande majorité, parce qu'on est plein de convictions, parce qu'on a l'amour de notre métier et parce qu'on est proche de nos salariés, parce qu'on veut y croire, parce qu'on est passionné. Les personnes qui sont tous autour de moi, c'est tous des passionnés. Ils donnent de leur temps régulièrement pour notre réseau. Donc, aujourd'hui, on va parler d'attractivité au travers du mouillage. Alors, il y a maintenant... ça fait plus d'1 an aujourd'hui, on a vécu la problématique, il y a eu une interdiction, un arrêté préfectoral qui nous disait que vous avez un bateau de plus de 24 mètres, vous ne pouvez plus jeter l'ancre, je parle de façon générale, pour que tout le monde comprenne, sur les plans d'eau, mais sur des plans d'eau bien spécifiques. Donc, pour vous donner un exemple, sur Porquerolles, il y avait plus de 100 yachts qui venaient fréquenter les eaux de Porquerolles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. 100 escales, excusez-moi, sur la saison. Donc, c'est une économie, je dirais, importante et des retombées importantes qui font que
au terme de la saison, on s'aperçoit de ce déficit. Nous, on est là pour valoriser à la fois les métiers, les compétences, la formation, mais aussi les retombées économiques. Donc, au vu de cet arrêté que je comprends, je dirais il fallait mettre un terme à toute cette problématique suite aux différentes analyses qui a été faites au travers des spécialistes, des biologistes sur cet aspect écosystème marin. Donc il y a eu cette interdiction et la profession s'est regroupée, l'ensemble de la profession à l'unanimité s'est regroupée pour trouver une solution pour répondre à cette problématique-là. Voilà. Donc, parce que pour nous, c'est un véritable frein. On a connu des déboires et des freins au niveau fiscal, au niveau social, mais au niveau des mouillages, des interdictions de mouillage, ça a été très violent. Donc, on s'est remonté les manches tous. Et je tenais à saluer tous les présidents de réseau du yachting pour dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les services de l'État ? Et les services de l'État, les services de la région ont tous été dans le même sens pour qu'on arrive à trouver la solution pour la saison actuelle et les saisons à venir. Donc, je vais laisser la parole. C'est important de parler de ce sujet parce que on a, comme je vous l'ai dit, une attractivité forte sur les compétences techniques au niveau de la réparation-maintenance. Maintenant, il ne faudrait pas qu'en contrario, on ait des problématiques au niveau du mouillage. Donc, il faut vite trouver la solution. Et la solution, on l'a trouvée. Donc, je vais laisser la parole qui va démarrer à Franck de la DIRM. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Franck Fredefond de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, un service de l'État qui est placé sous l'autorité des préfets, en particulier des préfets coordonnateurs que sont le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de région PACA. Donc merci Laurent pour cette introduction. Tu as dit que vous aviez compris la réglementation mise en place par l'État, par le préfet maritime. Et je tiens à souligner ici que finalement, là, je vais vous faire une présentation de l'action de l'État pour accompagner la Grande Plaisance vers plus de durabilité, plus de durabilité en termes de mouillage plus respectueux de l'environnement, des herbiers de Posidonie, des coralligènes en particulier. Durabilité également, parce que vous allez voir que ce sujet des coffres de mouillage, finalement, nous permet aussi de travailler en meilleure sécurité. Les capitaines peuvent mouiller en meilleure sécurité grâce à ces aménagements. Et dans une logique également d'espace de plus en plus contraints. On a de plus en plus de navires qui souhaitent mouiller sur nos côtes paradisiaques de la région PACA. On voit que ces aménagements permettent de pallier finalement à ce manque de place et de rentrer dans une logique de réservation de place qui est appelée de leur vœu par finalement les acteurs du yachting. Donc quelque part de la contrainte environnementale, de la réglementation naît encore une fois la créativité et puis finalement des bénéfices à la fois environnementaux mais aussi économiques. Et tu l'as dit Laurent, vous avez compris la réglementation. De manière générale, je tiens à souligner que tout ce que fait l'État en termes d'animation, d'accompagnement, c'est grâce à la dynamique qui existe sur ce territoire avec vraiment des acteurs économiques, associatifs, les élus. Je pense qu'on travaille tous de manière très constructive, positive, et on comprend les difficultés des uns et des autres dans l'environnement et on essaie de tirer tous dans le même sens. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Quel est le rôle de l'État sur ce sujet des mouillages ? C'est d'abord un rôle de planificateur. Vous avez entendu, la planification, c'est on va dire, le mot principal peut-être de l'action de nos ministères, environnement, mer, transition écologique, transition énergétique. On planifie. Donc on a planifié les zones à enjeu d'un point de vue herbier de Posidonie, coralligène. On a également réglementé, le préfet maritime a réglementé, et on accompagne finalement l'ensemble des projets grâce à des actions de mise en commun des acteurs. On a un forum qui s'est tenu en octobre dernier avec 250 participants, qui permet de mettre en relation à la fois les élus, les collectivités et les entreprises pour trouver des solutions tous ensemble. Et puis on est donc État planificateur, État qui réglemente, État qui accompagne, avec cet engagement de la ministre de la Mer en octobre 2021, de mettre en place des coffres de mouillage pour compenser les difficultés à la fois de la crise Covid
et de la réglementation qui empêchait un certain nombre de navires de mouiller à certains endroits. Suite à cet engagement de la ministre, un travail collectif a été mené, animé par l'État, avec l'ensemble des services de l'État, les acteurs économiques, les porteurs de projets, les financeurs, pour arriver à une spatialisation, quantification des besoins, un cadrage technique, réglementaire et une mobilisation politique, accompagnement des porteurs de projets, qui a abouti à cet engagement signé le 26 janvier 2022 en présence de la ministre de la Mer, du président de la région PACA Sud, Renaud Muselier. Finalement, l'ensemble des acteurs socio-économiques se sont engagés en faveur de la mise en place de solutions de mouillage écologique. Mouillage écologique qui sont en train d'être implantés donc, par le biais qu'on appelle de coffres. Hein, c'est des coffres qui sont en surface, qui sont ancrés ou fixés au sol par des chaînes et des coffres de béton pour certains d'entre eux, si les habitats naturels le permettent. Et donc, grâce à Pierre Descamps, par exemple, à côté de moi, on aura bientôt 3 séries de coffres de mouillage sur les Alpes-Maritimes, sur Beaulieu, Golfe-Juan et Cannes. Sur la Corse, 4 projets de coffres à Ajaccio. Dans le Var, 2 projets de semelles qui sont sur le littoral de Saint-Tropez, à l'ouest du port et sur la baie des Canebiers. Un projet expérimental également porté par Cyflotech. Et puis des concertations en cours sur Porquerolles pour la mise en place d'une zone de mouillage et équipement léger. Donc plus pour des petits navires finalement. Et dans les Bouches-du-Rhône, un projet de réactivation de 2 coffres pour de la grande plaisance, qui a été lauréat au titre du Fonds d'intervention maritime, donc qui bénéficie d'argent public pour la mise en place de ces coffres en faveur des yachts. Fonds d'intervention maritime qui maintenant on peut considérer que pour l'année 2022, le sujet des coffres s'arrête et il est relayé par le plan Destination France. Donc c'est un fonds en faveur du tourisme en lien avec France Relance qui va mettre à disposition 20 millions d'euros sur les années 2022-2024 en faveur de la plaisance, des mouillages, petites et grandes plaisances sur l'ensemble du littoral français. Et on aura 10 millions d'euros réservés à la Méditerranée, toujours sur cette période 2022-2024. Donc en faveur de coffres de mouillage grande plaisance, mais aussi d'équipements plus modestes pour la petite plaisance. Merci Franck. Donc la chance que l'on a, je le dis toujours, la chance que l'on a, c'est que les planètes sont alignées. Ce qu'on a connu, c'est sans précédent. La réactivité à la fois des services de l'État, de la région, du pouvoir politique. Je tenais à remercier encore, même si elle n'est plus ministre de la Mer, Yannick Gérardin, qui a pris ça à bras le corps. Et on a pu trouver déjà une dynamique de solution en moins de 6 mois. Et c'est unique, c'est sans précédent dans le monde économique et industriel que l'on représente. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre qui va présenter sa société. Merci Laurent. Et en fait, c'était un peu notre sauveur, quoi. Ah, merci. Merci. Contre Pierre, nous sommes à la fois des gens avertis, mais je voudrais que tu fasses... je sais que tu rentres, c'est ta culture de professionnelle, que tu fasses au plus simple. D'accord. Merci. D'ailleurs, on va faire comme ça. D'abord, merci pour cette invitation. C'est vrai que moi, à la base, je viens de la biologie marine. Alors, peut-être ça explique que des fois, je puisse être un peu technique, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut rappeler les enjeux de protection sur l'environnement marin. Et tous ces projets d'aménagement de coffres d'amarrage pour les yachts ont un sens en fait. Hein. C'est la protection de l'herbier de Posidonie qui est un patrimoine très important pour la région et pour la Méditerranée en général. Une plante qui nous rend des services gratuits très importants de production d'oxygène, etc. Donc c'est ça qui donne le sens au projet.
Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une réglementation pour limiter le mouillage des grandes unités au bord du rivage dans l'emprise des herbiers de Posidonie. Et il faut remarquer que cette réglementation a été très efficace et très bien appliquée par tous les professionnels du yachting, avec un grand bénéfice pour les herbiers. L'autre côté de cette réglementation, c'est qu'effectivement, l'impact sur la pratique, sur l'activité a été très fort. C'est une très forte contrainte sur l'activité des professionnels du yachting. Et donc, c'est ce qui a amené à essayer de trouver des solutions pour retrouver un petit peu d'activité, de mouillage proche du bord. Donc nous qui étions biologistes marins et intéressés par la Posidonie, quand on a vu ce mouvement initié par vous et puis par les services de l'État, par la ministre, etc., vraiment un appel à trouver des solutions pour réorganiser ce mouillage des grandes unités, on a été motivés par ce projet. Parce que ça faisait sens pour nous en tant que biologistes d'essayer de participer à trouver des solutions. Des fois on est juste lanceur d'alerte. Moi ça ne m'intéresse pas tellement d'être juste un lanceur d'alerte. Si je peux être porteur de solutions, c'est là où je trouve qu'on s'accomplit. Donc on s'est lancé là-dedans, dans cette nouvelle activité en proposant une innovation. Et cette innovation, c'est un coffre d'amarrage donc pour yacht, pour grandes unités, de 24 à 70 mètres. Voilà notre scope. Les unités encore plus grandes ont des moyens de mouillage pour mouiller dans les grandes profondeurs, donc c'est pas notre scope. Et on a développé un coffre en fait qui est innovant du sol jusqu'à la surface. Et on va donc décrire un petit peu ce nouveau coffre. On peut passer à la dia suivante, si ça veut bien. Ah voilà. Donc en fait, l'innovation, c'est que c'est un coffre d'amarrage qui est muni d'une sorte de couvercle avec un verrou en fait qui protège l'organo d'amarrage. Et ce verrou va s'ouvrir ou se fermer à la demande par l'utilisateur qui va en fait réserver le coffre, payer la location, puisque c'est un service payant, c'est des investissements privés qui se rémunèrent par l'utilisation des coffres. Donc l'utilisateur va réserver le coffre et pouvoir l'ouvrir pour prendre l'organo d'amarrage. Le reste du temps, il est fermé, donc ça limite les conflits d'usage, les amarrages pirates, etc. Donc on va décrire le système. Donc en fait, tout simplement, c'est un anneau d'amarrage qui est protégé par une pièce mobile en acier. En fait, dans le coffre, on peut déjà passer à la diapo suivante, il y a un petit peu d'électronique. Donc il y a un petit ordinateur qui gère avec une carte SIM les réservations via notre application et qui envoie les commandes d'ouverture et de fermeture de coffre. Il y a un gestionnaire de charge électrique, il y a un petit moteur, etc. Rien de très compliqué. Donc la réservation se fait par notre application qui s'appelle Donia, qui est une application qui existe depuis fort longtemps, depuis 2013, disons, qui jusque-là ne faisait que donner la cartographie des fonds marins aux capitaines de bateaux, les plongeurs, les pêcheurs, etc. Et qui maintenant a un petit module de réservation de ces coffres d'amarrage donc intégrés au sein de l'application. Donc concrètement, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il va rechercher son coffre d'amarrage. Donc pour cette année, il y en aura 15. Il y en aura 4 autour de l'île Sainte-Marguerite devant Cannes. Il y en aura 6 devant Antibes dans le golfe Juin. Il y en aura 5 devant Aise et Beaulieu-sur-Mer. Donc dans les zones de très très forte pression, de très forte demande. Donc je recherche mon coffre, je le réserve, je le loue. Et quand j'arrive à proximité, j'ouvre mon coffre, il devient disponible à l'amarrage, je passe mon amarre avec un aller-retour, une haussière normale. Et quand je quitte le coffre, je le referme de manière volontaire, ça arrête la location et on peut passer au suivant. Voilà pour le principe. Donc l'ancrage aussi est un peu innovant. En fait, ce sont des châssis métalliques qui sont ancrés par des systèmes d'encre à bascule et de poteaux.
Et en fait, le tout est calibré pour reprendre les efforts qui sont ceux d'un yacht de 70 mètres par 25 nœuds de vent. Donc ce sont des coffres de beau temps, ce sont des coffres d'été, d'ailleurs ils seront démontés les verres, ce ne sont pas des coffres abris, mais ce sont des coffres pour repermettre l'activité de plaisance durant la saison estivale. Donc voilà les châssis qui sont en cours d'installation, il y en a déjà 10 au fond actuellement. On est en train de les ancrer, mais bon, c'est des grosses bêtes de 5 mètres sur 3 qu'on envisage d'habiller en récif artificiel dans les endroits où il n'y a pas d'herbier. Ce serait un plus environnemental. Ce ne sera pas pour cette année, mais sûrement l'année prochaine. Donc voilà les châssis. Donc le système d'ancrage, vous voyez que c'est assez costaud quand même, puisque la partie bleue, c'est la partie eau, et puis le gris, c'est le sol. Donc on n'a que le châssis qui dépasse en fait, mais en souterrain il y a beaucoup de choses, donc les efforts repris sont très importants. On a donc 8 poteaux et puis des ancres à bascule, sont comme des lames de pelle qu'on enfonce et puis après qui vont s'auto-bloquer quand elles sont à 6 mètres de profondeur. Donc les efforts sont repris dans toutes les directions et de manière très importante. Tout ça a été validé et calculé par la société Inossi en Bretagne, donc là c'est on est très confiant sur les ancrages. On a beaucoup de marge de sécurité. Voilà. Et puis pour terminer, je voudrais dire qu'une partie des bénéfices de cette nouvelle activité va être réinvestie pour faire de la replantation de posidonie dans les zones qui ont été auparavant dégradées. Donc ça permettra de financer de la replantation d'herbiers aux endroits où on a les coffres. Alors oui, on peut passer encore. Encore. Voilà. Donc, les deux diapos précédentes, c'est des petites expériences qu'on a déjà pour montrer que même si la croissance de la posidonie est très très lente, ça a une utilité très forte en fait de replanter des petits noyaux dans les endroits où la posidonie a été dégradée et n'est plus là. Parce que justement, comme elle pousse de 5 cm par an, si on plante des petits noyaux par-ci par-là, on va faire accélérer la nature d'une manière phénoménale. On a certaines zones de la Côte d'Azur où il faudrait pratiquement 1000 ans pour recoloniser la limite inférieure dégradée. Et si on plante, on passe à 50 ou 100 ans. Alors on est encore sur le temps très long, mais on fait gagner un temps phénoménal à la nature. Donc ça a quand même du sens. Voilà, pour conclure, une petite diapo de synthèse. Donc ce projet Donia Mooring, 15 coffres cette année. Merci à tous les professionnels du yachting, merci au service de l'État parce que évidemment ça ne se voit pas en surface, mais on a tous fait, je pense, un travail très très important cette année pour arriver à placer ces coffres. Merci à tous. Donc il y aura une application Donia avec un système de réservation. Ces coffres qui sont innovants, autonomes. Pas besoin de personnel pour faire l'amanage, etc. Mais il y a peut-être des business de conciergerie qui vont s'organiser autour de ça. C'est un nouvel univers qui se met en place. Donc on est vraiment au début de l'aventure. Les applis, les coffres, et voilà, on démarre pour 15 cette année. On verra si l'expérience est intéressante et favorable et réussie cet été. Rendez-vous à l'automne pour faire un bilan. Merci à tous encore. Alors, Pierre, merci encore de ton intervention. Donc, le premier mouillage, l'inauguration du premier mouillage, c'est pour quand ? Donc, on sera prêt vers le 20 juillet. On espère inaugurer vers le 22, quelque chose comme ça. Là, on est en train d'ancrer les coffres de Golfe Juan. Après, il faut livrer les coffres, les installer l'électronique. On a encore beaucoup de travail, mais là, toutes les équipes sont à fond pour être prêts vraiment dès que possible. Très bien. Bon, mais bravo et puis merci pour la solution. Maintenant, je laisse la parole à Stéphane, qui a beaucoup de choses à nous dire au titre du pavillon RIF, un pavillon en pleine, qu'est-ce qu'on pourrait dire, en plein développement, plein d'avenir. Développement, ça fait longtemps qu'on le développe, plein d'avenir. Voilà. À toi, Stéphane. Merci Laurent, merci à la région Sud de cette invitation renouvelée, puisque lors de la dernière édition d'Euromaritime, j'étais déjà venu faire une petite présentation du registre international français. Alors je vais dézoomer un petit peu, on va parler d'attractivité du pavillon français, qui n'est pas évidemment réservé à la région Sud. Puisque ça ne vous aura pas échappé, quand vous allez dans les ports de la côte,
il y a beaucoup de pavillons étrangers et vous pouvez être amené à vous demander finalement, mais Stéphane, je te coupe. Pardon. On peut faire un avenant pour la région sud. Oui, si tu veux. D'accord. Vous pouvez vous interroger sur finalement pourquoi si peu de pavillons français. Que fait l'État? L'État finalement a beaucoup fait, mais dans l'ombre pendant longtemps et un peu plus dans la lumière dernièrement. Le RIF, c'est donc un registre d'immatriculation du pavillon français qui est réservé à certaines catégories de navires. Pour le yachting, ce sont les yachts de plus de 15 mètres, historiquement de plus de 24 mètres, mais de plus de 15 mètres depuis 2016, qui pratiquent une activité exclusivement commerciale. Vous savez qu'au yachting, vous avez les yachts privés et les yachts commerciaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que les yachts commerciaux, ça correspond à de l'hôtellerie de luxe flottante. On n'est pas du tout sur le yacht de particulier dans ce cas-là. Donc au RIF, on a exclusivement des yachts commerciaux de plus de 15 mètres de longueur. Et on a débuté donc en 2006 avec 6 yachts de plus de 24 mètres sous pavillon français. Vous voyez, un peu plus de 15 ans après, on est à 126 navires. 126 navires avec 61 navires de plus de 24 mètres et 65 navires de 15 à 24 mètres. Alors on me dirait, cette tranche un peu particulière des yachts de 15 à 24 mètres, pourquoi avoir fait cette extension en 2016 pour prendre des yachts plus petits? Pour soutenir une activité économique très dynamique, un peu dans la région sud, mais surtout aux Antilles, où on a beaucoup de navires qui pratiquent le charter aux alentours de 18-20 mètres et qui subissaient de plein fouet une concurrence parfois déloyale de pavillons voisins. Et donc, pour soutenir cette activité, l'État a décidé d'étendre l'accès au RIF aux navires de plus de 15 mètres. Ce qui fait qu'on a capté 60 navires de plus dans la tranche inférieure. Donc ce registre se développe, le yachting sous pavillon français se développe bien. Alors restons modestes quand même, puisque l'unité la plus importante au RIF actuellement fait 50 mètres. C'est déjà pas mal, on a quelques unités de 40 mètres, mais il y a quelques très beaux projets qui arrivent, dont une unité de 70 mètres et d'autres unités propriété de célébrités nationales, nous allons dire. On peut rajouter encore un peu de... Non ? Je ne veux pas teaser un peu plus, mais dans les prochains jours, vous en saurez davantage. Très clairement, le RIF devient un petit peu plus à la mode. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que le RIF? Qu'est-ce qu'il offre de plus que les autres? Si on peut passer à la diapo suivante, on a un certain nombre de mesures fiscales et d'exonérations qui sont là communes aux yachts commerciaux, quel que soit leur pavillon, finalement. Des exonérations de TVA sous condition, de TICPE, taxe sur les carburants, des exonérations de droits de douane à l'importation du navire, une exonération de droits annuels de francisation et de navigation, contrairement aux yachts privés qui sont astreints. Particularité du RIF et avantage, et pas des moindres, c'est que les marins embarqués plus de 6 mois de l'année sont exonérés d'impôt sur le revenu. Mais il faut qu'ils soient pour ça embarqués plus de la moitié de l'année. Donc pour les marins qui font juste la saison, c'est un petit peu juste. Et la grande particularité, la grande différence par rapport aux autres registres, c'est que sous pavillon français, on prend particulièrement soin des équipages, puisqu'il y a une vraie protection sociale qui couvre les 9 branches de protection sociale de la Convention du travail maritime, qui est une couverture quand même très complète, du coup qui a un coût. Donc quand vous comparez un pavillon maltais à un pavillon français, la protection sociale va coûter plus cher ce pavillon français, mais je vous invite à comparer également les prestations. Et dans un contexte où la main-d'œuvre va se faire rare, parce qu'on sait qu'il y a une contraction de la main-d'œuvre dans les années à venir, un manque de main-d'œuvre, et les pavillons les mieux disants au niveau social seront privilégiés, vraisemblablement. Et donc, c'est à prendre en compte. On a des exigences en matière sociale qui sont bien supérieures à d'autres pavillons, mais finalement qui ne sont pas, qui sont tout simplement conformes à ce qu'on connaît nous en France ici dans le domaine terrestre. Voilà. Le RIF, il y a un autre avantage et pas des moindres, c'est que par rapport aux
difficultés que peuvent rencontrer les opérateurs sous d'autres registres, avec une complexité administrative qui est quand même pas des moindres. La création du RIF s'est accompagnée de la mise en place d'un service dédié pour aider à la promotion de ce registre et à l'administration de ce registre. Donc il y a un service unique à Marseille que les opérateurs contactent quand ils veulent venir au RIF et quand ils ont n'importe quelle question d'ordre fiscal, social, administrative. Ils ont un guichet unique qui fait porte d'entrée et qui leur apporte toutes les questions à leur problématique. En tout cas, on essaye et a priori, on réussit plutôt bien. On a des procédures qui sont simplifiées. On a beaucoup travaillé ces dernières années à rendre tout ça plus accessible, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même très compétitif du dire des professionnels par rapport à d'autres pavillons très à la mode, comme Malte ou Madère, par exemple. Et on est surtout moins cher, puisque les prestations que l'on délivre au guichet unique du RIF à Marseille sont gratuites, y compris les visites de sécurité des navires. Voilà, je tiens à le souligner, parce que c'est une grosse différence par rapport à nos autres concurrents. On parle aussi de, juste Laurent, un point quand même très important, parce que je mets disponibilité effective. Quand on fait des comparatifs entre pavillons, nos collègues de Malte ou de Caïman mettent en avant le fait qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, nous, on n'en faisait pas particulièrement la promotion, mais on est aussi disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et mieux qu'à le dire, on l'a fait pendant la période Covid, où de nombreux navires se sont retrouvés avec des marins bloqués à l'étranger, à ne pas pouvoir relever leurs marins. Et c'est là aussi qu'on voit l'avantage du pavillon français, avec la puissance de son réseau diplomatique, 3e réseau diplomatique au monde, 160 postes à travers le monde, et on a participé à plus de 600 opérations de rapatriement de marins à l'étranger. Donc ça, c'est un argument avant le Covid qui ne résonnait pas forcément dans la tête des opérateurs quand on le mettait en avant, mais le fait d'avoir un réseau diplomatique conséquent, quand les pays se ferment, beaucoup de nos collègues sous pavillon étranger se sont retrouvés sans rien, avec même des pays qui ne voulaient pas reprendre leurs propres ressortissants. La France, elle a joué pleinement le rôle en organisant des vols de rapatriement, en trouvant des solutions au cas par cas. Et là, je tiens à saluer le travail admirable qui a été réalisé par le réseau diplomatique français pour débloquer tout ça. Et ça compte aussi lorsqu'on choisit un pavillon, notamment lorsqu'on navigue à l'international. Voilà. Et je vais terminer juste par un point. Je mets une équipe renforcée parce que c'est important. Il faut souligner que dans le cadre des travaux du Fontenoy du Maritime menés par notre ministre de la Mer, ex-ministre de la Mer, Madame Girardin, a été décidé le renforcement du guichet unique sur 2 compétences bien particulières, très attendues des professionnels. L'avoir un référent sur la matière sociale, le droit social et le droit du travail maritime, parce qu'on a énormément de questions des opérateurs qui veulent mettre un navire sous pavillon français. Et il faut vraiment maintenant que notre équipe au guichet unique monte en compétence sur ces matières. Et donc ça, ce sera fait au mois de septembre. Et un 2e référent, mais là qui vient d'arriver, sur les matières fiscales. Donc on a maintenant quelqu'un dans notre équipe qui vient du réseau Finances Publiques et qui est là pour répondre aux problématiques fiscales et aux questions des opérateurs. Donc vous voyez que c'est un service qui se renforce. Nous étions 3 il y a 15 ans. Nous serons 9 au 1er septembre. Et tout ça pour mieux accompagner les opérateurs et voir de plus en plus de pavillons français dans les ports de la région sud notamment. Merci. Merci Stéphane. Donc si je comprends bien, les services du secrétaire d'État à la mer sont renforcés. Leur point de chute, je dirais au niveau régional ou même national, ils sont chez toi aujourd'hui. Alors, il est renforcé. Et là, il y a une information assez importante que je dois vous donner. C'est que jusqu'à présent, le guichet unique s'occupait strictement des problématiques des yachts au registre international français. Mais comme vous le savez, Madame Girardin, à l'époque ministre de la Mer, à Cannes, avait annoncé la création d'un guichet unique
yachting pour aider finalement les yachts, quel que soit leur pavillon, à trouver des réponses à leurs questions. On a des yachts étrangers pour lesquels les propriétaires souhaitent affilier au régime de protection sociale des marins français leurs marins. Ils ont aujourd'hui toutes les difficultés à le faire. Et ben nous, avec cette nouvelle mission qui nous est confiée au guichet unique, on va aider à résoudre aussi ces problématiques qui touchent pas uniquement les yachts français, mais les yachts au sens large. Tout ça pourquoi ? Pour faciliter leur venue sur notre beau territoire. Voilà. Merci. On est tous des ambassadeurs. Voilà. Merci encore Stéphane. Donc, je vais maintenant passer la parole à Loïc, qui est le directeur général du CRT, Comité régional du tourisme, pour faire avancer la machine. Comme je dis souvent, il faut des données, il faut des bases de données, il faut des études pour donner des bonnes orientations stratégiques et éviter de donner des chiffres et de dévier. Voilà, je dis souvent... en fonction des intervenants, il y a toujours des chiffres qui nous apparaissent, alors peut-être justes, peut-être moins justes. Donc nous, avec Riviera Yachting Network et le conseil d'administration, on vous a sensibilisé, la région, pour qu'on aille plus loin et plus juste au niveau de ces données pour qu'on puisse construire véritablement le yachting de demain. Tout à fait. Alors, je tiens déjà à excuser François de Canson, vice-président de la région Sud, qui devait être là maintenant, mais qui est aux obsèques de l'élu régional qui nous a quittés, en exercice, qui nous a quittés il y a quelques jours. Le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur a la finalité d'assurer la promotion de la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur côté touristique, mais aussi d'en assurer l'observation. Et c'est vrai que quand Renaud Muselier nous a sollicité, c'était justement par rapport à une filière qui nous semble stratégique à deux niveaux. Parce que tourisme a toujours été égal à économie, tourisme a toujours été égal à emploi, et le yachting fait partie de ces filières d'exception, de niche certes, mais d'exception, qui contribuent énormément aux retombées économiques de la région, souvent avec des ressources qui viennent aussi d'ailleurs que la région, donc ce qui apporte un PIB additionnel, et surtout avec un tissu extrêmement dense et riche de prestataires d'activités autour de cette clientèle du yachting. Ça, c'est pour la partie touristique. Mais pas que. La filière yachtisme a aussi un deuxième atout, qui est le fait qu'en dehors de la très haute saison touristique, notamment la saison estivale, il y a une activité économique qui existe autour de la maintenance de l'activité yachting et qui, elle aussi, contribue à des emplois dans la région et du coup, qui en fait une partie, quelque part, une filière qui se construit à l'année, qui fait vivre toute une partie de la région toute l'année. Et c'est dans cette logique-là que Renaud Muselier, président de région, nous a sollicité pour qu'on vous accompagne dans cette étude. Des comités de pilotage ont déjà eu lieu. On a une façon de travailler au niveau du CRT qui est extrêmement collaborative, donc avec un large panel de personnes qui nous accompagnent pour déterminer justement les besoins. Le cahier des charges est quasiment finalisé, il va être publié dans les prochains jours, si ce n'est quelques semaines, en tous les cas avant le lancement de la saison. Les travaux, le cabinet sera sélectionné à la fin de l'été et puis on aura, du coup, comme vous le présentez, les bons chiffres à leur juste valeur qui seront présentés pour le printemps de l'année prochaine. À noter qu'au-delà des chiffres, on a souhaité aussi aller au-delà et avoir un volet stratégique qui va nous permettre aussi d'analyser la concurrence de la destination, comment est-ce qu'on peut être plus pertinent dans les actions que l'on peut réaliser, notamment avec Atout France, puisque dans le cadre de Destination France, il y a aussi un volet promotion qui peut assurer cette activité. Et puis, bien sûr, assurer le lien avec la partie COP d'avance, qui est un sujet extrêmement important au président de région et à toutes nos équipes. Voilà, donc soyez assurés que le CRT a été mobilisé très rapidement par le président de région par rapport à votre demande et que toutes les équipes sont au fourneau avec l'ensemble du secteur et l'ensemble de vos intervenants pour disposer des éléments stratégiques et puis aussi des bons chiffres. Merci Loïc. Alors c'est que du positif pour la famille yachting, pour l'entrée en saison. Je vous remercie. C'est un gage de confiance à vous tous. Et puis c'est le reflet pour l'ensemble de nos clients, un reflet positif pour demain. Merci à vous.